savez qui est cet individu? Ouais, bien joué. Exactement. C'est le premier apnéiste de tous les temps. Presque. Celui qui a été rapporté d'un point de vue sur une manière écrite, on va dire. On est en 2700 ans avant Jésus-Christ. Et Gilgamesh, c'est un monarque assez tyrannique de la cité d'Uruk, dans le royaume de Sumer. C'est l'ancienne Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Les textes qui ont en fait rapporté son épopée, on va dire, datent de 1800 ans avant Jésus-Christ, sous une forme cunéiforme à l'époque. Et en fait, c'est un récit de son odyssée fantastique avec son compère, notamment Enkidu. Il faut savoir que, comme ce monarque était très tyrannique avec ses concitoyens, les dieux ont envoyé ce personnage, Enkidu, donc c'est pas le chat Enkidu, hein, il n'est pas sur la photo, pour en fait être le combattre, tout simplement, et mettre fin, on va dire, à sa tyrannie. Il se trouve que quand Enkidu débarque, eh ben, bras dessus, bras dessous, ils repartent en fait tous les deux. Donc ils deviennent copains. Ils deviennent copains et s'ensuit en fait une longue odyssée rapportant en fait leur histoire. Ils vont combattre un géant, un taureau céleste. Et puis comme au final le plan des dieux échoue, ils décident en fait de tuer Enkidu. Gilgamesh est très triste. Bon, c'est fini la madrague de Moroni, parce que je l'ai codé. Comme Enkidu décède et que Gilgamesh est très triste, pour éviter notamment la mort, il décide de se mettre dans une quête de l'immortalité. Et notamment une de ses épreuves, c'est d'aller chercher une herbe de jouvence sur un plan d'eau. Mais il s'aperçoit en fait que cette herbe de jouvence, il peut aller la chercher, et il se la fait subtiliser en fait par un serpent, tellement exténué lorsqu'il remonte à la surface. Et au final, cette immortalité, il ne l'aura jamais. Par contre, il aura découvert la sagesse, et deviendra un monarque beaucoup plus tolérant lorsqu'il rentrera chez lui. Donc en fait, c'est le premier rapport écrit d'une immersion sans artifice. À l'époque, la plongée bouteille, ça n'existe pas. Dans les profondeurs de la mer. Je ne parle pas des fouilles archéologiques qui ont pu mettre en évidence une certaine activité ou quoi que ce soit. Je parle vraiment du récit, de l'écriture, de l'histoire, et non pas de la préhistoire. C'est un personnage semi-légendaire, on ne sait pas encore trop. On pourrait parler aussi, au final, de Thésée, le fils supposé de Poséidon, qui est allé combattre le Minotaure, et qui lui aussi, à un moment, dans une de ses épreuves, devra aller chercher un anneau dans la mer pour prouver notamment sa filiation auprès de Poséidon. Là, on reste encore sur la légende, sur les récits, sur la mythologie. Mais par contre, on sait malgré tout que la mer est un milieu très très prisé depuis des millénaires parce qu'en témoigne un certain nombre de produits de la mer qu'on retrouve sur un certain nombre de sépultures. Des personnes qui notamment sont allongées avec une perle dans la main, ou un certain nombre de bas-reliefs qui, au niveau de certains temples, évoquent notamment des coquillages, ou voire même des bas-reliefs qui évoquent complètement des scènes dans lesquelles les hommes s'immergent, soit pour aller quelque part, soit pour combattre notamment. Donc on a déjà en fait cette présence. La première référence écrite au niveau de la Méditerranée revient à Homère, dans l'Iliade notamment et la guerre de Troie. On est au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il y fait référence notamment à un certain nombre de personnes qui allaient sous l'eau, et on imagine que pendant la guerre de Troie, il existait déjà des nageurs de combat. Forcément, ils ne faisaient pas 200 mètres d'apnée dynamique. Mais par contre, on était déjà en fait dans une représentation de la mer et un accès à celle-ci qui a été rapporté sur ses premiers écrits. On sait aussi qu'il y a, par la suite, de nombreux récits qui font étal de ces nageurs de combat, mais aussi, en fait, qui se sont illustrés, en fait, dans telle ou telle bataille, et des récits qui existent aussi concernant les récupérations d'épaves, ou les plongeurs de bord de certaines embarcations, les plongeurs de port, présents aussi pour aller récupérer quelque chose ou permettre à certains bateaux ou à certaines épaves d'être dégagés. Et au final, quand on s'y attelle, dans la discipline que l'on pratique aujourd'hui, il y a peu de différence en fait par rapport à ce qui se faisait avant.
on a des rapports écrits qui nous attestent que le canard, l'immersion par la tête en avant, existait déjà. L'utilisation de l'est pour pouvoir descendre existait déjà. Donc aujourd'hui, à part la combinaison qui est arrivée et qui nous permet notamment de supporter des eaux plus froides et de rester un peu plus longtemps, et des palmes qui nous permettent d'être un peu plus vaillants sous l'eau et un peu plus efficients, même si Léonard de Vinci, déjà à son époque, commençait déjà à faire des dessins de ces outils. Peu de choses ont évolué. On inspire une fois, on descend, on évolue, on remonte. Et c'est ce qui se faisait déjà il y a des millénaires en arrière. Et là, je fais un bond en avant et je vous présente ceci. On est en 1900. Charles de Vandeville, premier apnéiste, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et oui, l'apnée a été présente aux Jeux Olympiques en 1900 et consistait en fait en une épreuve de temps et de distance à la fois. Les personnes devaient parcourir 60 mètres sous l'eau le plus lentement possible. Un peu particulier. Et le premier, c'était un Français. Il a mis notamment 1,08 pour parcourir 60 mètres. Et du coup, par rapport à ce calcul, la distance a été réalisée. Donc on peut considérer éventuellement que toutes les personnes arrivent à faire la distance, sauf que le troisième n'est pas arrivé, je le sais. Je ne sais pas que c'était là, mais je l'ai eu. Et il a par exemple 188 points. Il a mis 1,08 pour faire 60 mètres. Figurez-vous que le deuxième, il est français aussi, Charles VI. Ça fait très roi de France. Hein. Il a mis 1,05 pour faire 60 mètres. Et le troisième, c'est un Danois, je crois qu'il met 1,20. Par contre, il ne fait pas 60 mètres, il doit faire 25 mètres. Donc du coup, il est plus ou moins disqualifié, il a beaucoup moins de points. Mais c'est la première personne en fait qui a été médaillée aux Jeux Olympiques sur une épreuve sous-marine qu'on appelait la nage sous l'eau. Ça a juste existé en 1900. Après, c'est fini. Et aujourd'hui, ça n'existe toujours pas. Donc en fait, on a fait un bond très en avant, certes, mais la plongée en apnée telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle est issue en fait de la civilisation des loisirs. C'est à partir du moment où on a commencé à avoir du temps qu'on a pu faire cette activité autre que d'un point de vue professionnel et que l'on a commencé en fait à faire un sport et à écrire un certain nombre de règles pour les records, mais aussi pour installer un système éducatif, faire des niveaux, créer en fait aussi un certain nombre de disciplines. Et en fait, c'est tout le XXe siècle qui a permis l'essor de cette discipline, avec une franche accélération, au niveau des années 60 et 70, retracée dans le grand bleu, bien évidemment. Puis, après, l'apnée moderne, elle est vraiment apparue dans les années 90, en France, au niveau de la rade de Villefranche, là où ont eu lieu les derniers championnats du monde. Donc c'était très symbolique, au final. C'est d'ici qu'est partie l'apnée que l'on pratique aujourd'hui, que les premiers textes ont été écrits, pour réglementer un peu cette pratique qui partait dans tous les sens à la suite du Grand Bleu. Le Grand Bleu a été très important pour nous parce qu'il a mis en lumière quelque chose, une certaine activité très mystérieuse, fascinante et aussi à la fois, on va dire, qui faisait peur. Mais par contre, ce film a fait aussi beaucoup d'accidents, beaucoup de morts à travers le monde. Et ça, on le sait moins. Et c'est pour ça que dans les années 90, en 1992 exactement, l'Association internationale du développement de l'apnée est partie de Nice pour commencer à réglementer cette discipline, créer aussi un certain nombre de disciplines. Tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi à cette époque-là. On a commencé à réguler les choses et à créer, en fait, à internationaliser ce mouvement qui naissait un petit peu aussi à travers le monde. Quelles sont ces disciplines, au final, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 3 variables principales. C'est le temps, la distance et la profondeur. Le temps, c'est l'apnée statique, c'est ce que tout le monde en fait a un petit peu expérimenté une fois dans sa vie. Dans votre lit, dans votre baignoire, dans la piscine de votre voisin, seul, accompagné. Voilà, tout le monde a déjà fait une fois ça dans sa vie. C'est l'apnée pure, on va dire, c'est retenir sa respiration sans bouger. Vous allez